Ok, on va commencer. Donc, je voudrais introduire Simon Thorpe, qui est directeur de recherche au CNRS. Il fait partie de ces gens qui font le lien entre la neurophysiologie, la psychologie cognitive et véritablement les approches algorithmiques pour essayer de comprendre les structures computationnelles qui sont derrière. Comme je disais juste avant, un des résultats, en tout cas du point de vue, il y en a beaucoup d'autres, mais du point de vue de toutes ces problématiques de réseau de neurones qui a été très important, ça a été de réaliser la puissance d'algorithmes purement feed-forward. Et donc, on va voir aujourd'hui la suite, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, et ce que la neurobiologie peut nous dire. Donc, merci beaucoup de venir ici. Et merci beaucoup à Stéphane, parce qu'effectivement, un grand plaisir d'être ici au Collège de France. J'étais à Paris il y a 25 ans, quelque chose comme ça. J'aimais bien venir au Collège de France. Effectivement, c'est un endroit super. Donc, aujourd'hui... Bon, désolé, mes diapos sont en anglais, mais je vais parler en français, j'espère que ça vous va. Je vais parler effectivement de la vitesse avec laquelle nos cerveaux traitent des informations, qui pour moi a été une des raisons pour lesquelles on est arrivé vers ce qu'on voit aujourd'hui, l'état de l'art en traitement d'images par machine, effectivement, avec des réseaux de neurones, deep learning, etc. Et on va voir qu'effectivement, aujourd'hui, avec ces systèmes, on arrive à faire quasiment aussi bien qu'un être humain, voire mieux. Mais il y a quand même en ayant des réseaux de neurones, il y a beaucoup de choses qui manquent dans les réseaux de neurones utilisés dans les systèmes artificiels. Et je vais vous parler de deux choses que, pour moi, elles sont très importantes. L'un, c'est le fait que les vrais neurones n'envoient pas des valeurs en virgule flottant, ils envoient des impulsions, des spikes. Ça ouvre toute une gamme de possibilités. Et une des choses qui m'intéresse particulièrement, c'est l'idée que quand on a une population de neurones qui émet des impulsions, on peut obtenir des informations dans l'ordre dans lequel les neurones déchargent, sans avoir besoin de mesurer pour chaque neurone l'équivalent d'une valeur analogique. Ça donne aussi la possibilité de faire des codages ultra sparses. En fait, je viens juste de me rendre compte que peut-être... Ah oui, c'était pas la présentation que j'avais. Voilà, OK. Spikes, ordre de décharge, mais aussi, je ne vais pas parler trop de sparsité, donc parcimonie, maintenant je sais vraiment utiliser ça. C'est ça. Je voulais parler, le deuxième sujet, c'est l'apprentissage non supervisé. Les systèmes deep learning marchent très bien si vous avez énormément de données et vous avez beaucoup de temps pour faire l'entraînement. Mais les êtres humains et tous les systèmes biologiques ne peuvent pas s'attendre à faire 10 millions de cycles d'apprentissage pour reconnaître un objet. Et nous, on doit apprendre très, très rapidement. Et je vais essayer de vous convaincre que oui, on peut apprendre, en fait, à peu près n'importe quoi qui se répète en quelques présentations. Un stimulus qui se répète 2 ou 5 fois est stocké en quelque sorte dans nos neurones. Et ça, c'est quelque chose d'autre qui est fondamentalement différent par rapport à ce qu'on trouve dans l'état de l'art. Alors, vision très rapide. Bon, en fait, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Déjà, dans les années 70, Molly Potter au MIT a montré un des phénomènes qu'on appelle RSVP. C'est le fait qu'à 10 images par seconde, bon, ça, c'est des photos d'animaux, notre système les traite très bien. Bon, ça, c'était que des animaux. Si je vous dis, donnez-moi les noms des 30 animaux, vous aurez du mal, mais le système visuel a quand même fait le boulot. Maintenant, je vais insérer une image dans une séquence d'animaux et à vous de voir si vous arrivez à le repérer. Donc, est-ce que vous avez vu la Joconde? On est à Paris, mais ça ce n'est pas nécessaire. C'est dans notre culture. Voilà un autre. Est-ce que vous avez vu la Statue de la Liberté? Donc, l'image qui n'est pas un animal saute aux yeux en quelque sorte, à l'esprit. Un dernier exemple, peut-être. Est-ce que vous avez vu Mickey? Mickey, c'est un animal, mais suffisamment différent des autres pour que le système visuel
ou plutôt votre mémoire se souvient de ça parce que ça a frappé. En fait, pour moi, c'est ça la vision, en grande partie, c'est activer des mémoires visuelles. On a tous stocké dans nos cerveaux des centaines de millions d'images. Et bon, on aimerait bien savoir comment le cerveau le fait. Est-ce qu'on peut faire un système artificiel qui fait pareil? Je vais juste montrer les dernières images. Certains parmi vous l'ont peut-être reconnu, parce que c'est une image célèbre pour les gens qui font de la psychologie. C'est un dalmatien qui est caché ici. Ça, c'est la tête, les fesses, etc. Ce qui est intéressant, c'est une fois que vous avez repéré ça, c'est pour la vie. Vous prenez un étudiant qui a fait psychologie il y a 20 ans, vous montrez cette image-là, il dit « Ah, c'est le dalmatien ». C'est-à-dire qu'en quelques secondes, le cerveau peut stocker une nouvelle image qui n'a aucun sens tant qu'on n'a pas vu le chien. Bon, mon tube le plus célèbre, c'est cet article en 1996 où on a flashé des images et on a demandé à des gens juste de dire si est-ce que oui ou non il y a un animal. En fait, la tâche était juste, on avait sa main sur un bouton, si on voit un animal, on doit relever la main. Et ce qu'on a montré, c'est que les temps de réaction déjà assez serrés, autour de 400 millisecondes, ça commence vers 280 millisecondes, mais surtout en enregistrant l'activité du cerveau et en moyennant tous les essais où il y avait un animal et tous les essais où il n'y en avait pas, on voit que vers 150 millisecondes, ces deux courbes divergent de façon spectaculaire. Cette différence montre que le cerveau sait déjà à 150 millisecondes qu'il y a un animal dans la scène, alors que je n'ai pas dit quel animal chercher, quelle taille d'animal. C'est des images qu'on a prises dans la collection Corel à l'époque. Donc on n'a pas fait de cadeau, mais ça marche très bien. Plus récemment, on a montré que c'est encore plus rapide que ça, pas en relâchant le bouton, mais en bougeant les yeux. Ici, donc, la tâche, vous fixez au centre, on flash deux images. Allez du côté où il y a un visage et imaginez quand j'étais en train d'enregistrer le temps que votre mouvement oculaire. Ce qu'on a constaté, c'est que pour les visages en particulier, l'œil bouge à partir de 100 millisecondes. Donc l'histoire de 150 millisecondes, non, c'est 100 millisecondes, le temps nécessaire pour dire animal, visage. Je vais vous donner juste peut-être c'est un peu plus long pour des animaux, un peu plus long en cours pour des véhicules. Les visages sont particulièrement bons. Et pour vous convaincre encore plus, notre dernière manip que j'aime bien, imaginez que vous avez devant vous un écran et on met une image dans laquelle il y a un visage quelque part. Je le vois même là. Okay? Vous devrez faire un saccade vers le visage. L'oculomètre détecte que vous êtes sur le visage. Dès que vous êtes arrivé, on change l'image, une autre scène complètement différente, avec un autre visage, quelque part. Vous devrez faire un saccade vers cette image-là. Donc, le positionnement des visages n'est pas connu. Les images n'ont jamais été vues. Les visages, il y en a 3000 visages différents. Ce n'est pas le même visage chaque fois. Et pourtant, ça c'est donc une vidéo où on voit le tracé de l'œil, le petit point rouge. Là, vous aurez sans doute du mal à suivre. Donc, ce que je peux faire, c'est juste pour vous convaincre que c'est du vrai. Je le fais manuellement. Donc là, on est au centre. Là, il faut aller à droite. Boum. Là, il faut aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, vers le bas. Alors ça, c'est plus difficile, hein? C'est caché dans le ciel, et ainsi de suite. Donc les gens font ça, on fait 500 images comme ça, ils font ça en à peu près 2 minutes. C'est-à-dire qu'on est en train de faire de façon maintenue, chercher des visages dans des scènes où on n'a absolument aucune idée où ça va paraître, et on fait ça à 5 images, voire des fois 6 images par seconde, y compris le temps nécessaire de bouger les yeux, qui n'est pas négligeable, hein, le temps de traitement. Et
forcément inférieur à 100 millisecondes, plutôt du style 80 millisecondes. C'est spectaculaire. Ça, c'est pour moi le défi le plus difficile. Faire un robot qui peut faire aussi bien qu'un être humain là-dedans, on sera bien content. En fait, je pense que c'est possible, mais bon. OK, donc on a vu des différences dans le potentiel évoqué à 150 millisecondes, des saccades vers les animaux en 120, vers des visages en 100 millisecondes, 5 saccades par seconde. Tout ça, ça me pousse vers un schéma dans lequel, en fait, bon, pour un singe ici, on sait que quand on flash une image sur le rétine, on active les neurones en haut du système visuel, dans le cortex inférotemporel, où on trouve des neurones sélectifs au visage, par exemple. Ça prend à peu près 100 millisecondes, même 80 millisecondes. Mais vu que les latences augmentent, et beaucoup de ce temps est juste le temps de conduction, les fibres qui vont de V1 là transmettent à peu près 1 mètre par seconde. Physiquement, ça, chez le singe, là, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est une grande partie du temps de délai n'est pas la computation. C'est juste parce que les pauvres neurones qu'on a dans nos têtes peuvent envoyer des informations à 1 mètre par seconde. Ce n'est pas des fils en cuivre où on peut envoyer des signaux très rapidement. Ce n'est pas un ordinateur. C'est fait avec de la biologie qui est lent. Et donc, tout ça, ça pousse vers l'idée que, bon, on n'a tout simplement pas le temps de faire autre chose qu'un premier passage en feed-forward, avec carrément quelques millisecondes à chaque étape pour faire les traitements. Vous avez vu que le contexte n'est même pas nécessaire. Donc, détecter le Joconde, par exemple, je n'ai pas besoin de vous dire est-ce qu'il y a le Joconde dans la photo, vous le voyez quand même. Est-ce qu'un système artificiel pouvait faire la même chose? Alors, premièrement, donc, je voulais remonter l'horloge en 89, quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Bon, je savais déjà qu'en haut du système visuel, et j'en ai parlé un petit peu, les neurones déchargent à des visages, par exemple, ça c'est des spikes dans des neurones, vers 100 millisecondes. Et j'avais fait, ça c'est derrière une enveloppe, comme on dit, il y a une dizaine de couches à traverser en 100 millisecondes. Et sachant que avec 10 couches, c'est à peu près 10 millisecondes par couche, les taux de décharge des neurones, rarement plus que 100 spikes par seconde, ça veut dire qu'en 10 millisecondes, vous avez un spike. Donc, si vous voulez faire des rebouclages, vous n'avez pas le temps. Okay? Et deuxièmement, il semblerait qu'on fait des traitements avec un seul spike par neurone, ce qui, pour les gens comme moi qui on m'a instruit que c'est le taux de décharge des neurones qui compte, c'est un problème parce qu'avec un seul spike, vous ne pouvez pas mesurer le taux de décharge d'un neurone. C'est bon, vous dites c'est 1 ou 0. Et donc, en fait, dans cet article que j'ai publié avec Michel Imbert, bon, on avait dit, mais en gros, c'est un peu d'intuition et basé sur ce qu'on savait déjà, c'est que le système visuel avec ses 10 couches, c'est une première passe. L'utilisation des boucles, c'est quasiment proscrit parce que le système sera trop long si on avait besoin de faire des boucles, etc. À l'époque, je dois admettre que les gens pensaient que c'était complètement fou. Parce que, bon, on savait très bien que le système visuel est du feedback partout, etc. J'avais un bon débat dans mon labo parce qu'on essaie de mesurer l'importance du feedback entre les couches, etc. Alors, maintenant, posons la question en termes du hardware avec lequel le cerveau fonctionne. Bon, là, c'est une simulation de 16 millions de neurones dans le cortex. Chaque fois que ça clignote, c'est un spike. En fait, dans le cerveau, on sait qu'il y a 86 milliards de neurones, 16 milliards dans le cortex. Je dirais 4 milliards sont impliqués dans le traitement visuel. L'horloge des neurones, à la limite, ça peut pas être plus qu'un kilohertz parce qu'un spike dure une milliseconde. Donc, et en réalité, le taux de décharge est plutôt inférieur à 100 spikes par seconde. Le truc qui est vraiment, je l'ai dit déjà, c'est 1 à 2 mètres par seconde pour le temps de conduction. C'est horriblement lent.
dit à Intel, faites un puce qui marche avec ça, il dirait c'est impossible. L'autre chose, c'est qu'il n'y a que 20 watts de consommation d'énergie. Donc, c'est quand même pas mal. Maintenant, comparons ça avec un ordinateur. Prenons une jolie carte graphique de chez NVIDIA. Ça fait 11 teraflops. Il y a midi et les cordes, des milliards de transistors. Il y a un bus mémoire incroyablement rapide. Ça chauffe pas mal. Mais franchement, le prix est continuellement en train de baisser. Est-ce que ça, c'est suffisant pour faire ce que fait un être humain? Si ça ne suffit pas, achetez-vous un T4. Bon, ça, vous pouvez faire des centaines de teraflops maintenant avec du matériel que vous pouvez acheter relativement facilement. Est-ce que ça suffit? Eh bien, jusqu'à relativement peu, je dis non. La vision humaine est beaucoup, beaucoup mieux que n'importe quel système artificiel. Il y a un truc, je ne sais pas si Stéphane a déjà parlé, mais ImageNet Challenge, c'est le truc, le défi pour tous les gens en vision par ordinateur. On vous file 10 millions d'images d'entraînement, il y a 10 000 catégories différentes. Vous entraînez votre système et ensuite, pour le défi, on vous donne tout un tas d'autres nouvelles images que le système n'a jamais vues, avec 1000 étiquettes possibles. Et voilà, donc c'est le système qui fait le mieux qui gagne le prix. Et moi, j'étais au European Conference on Computer Vision en 2012, avec Yann Lequin, d'ailleurs, on était dans un symposium. Et tout le monde parlait du fait que l'état dans la vision par machine a été écrasé complètement par un système le plus con imaginable. C'était un système Convolutional Neural Network entraîné avec backprop, qu'on appelle AlexNet, Alex Krzywski, un des deux étudiants de Jeff Hinton à l'Université de Toronto. Et voilà l'architecture. C'est un feed-forward network with 7 layers, 5 convolutional layers, 2 fully connected. Et puis la couche de sortie, c'est juste les 1000 étiquettes en quelque sorte. C'est exactement ce que dit Stéphane, bien évidemment. Donc on trouve dans la première couche des trucs qui ressemblent à des fonctions de Gabor, ce qu'on trouve bien évidemment également dans le système visuel chez nous et chez d'autres primates, etc. Un nombre de neurones impressionnant peut-être, mais aujourd'hui, c'est rien. Beaucoup de paramètres à fixer et beaucoup de synapses en quelque sorte. Alors, comme j'étais intéressé par des animaux, j'ai demandé à Alex Krzywski de m'envoyer des images. Il m'a envoyé tout un tas de photos prises au hasard. Là, je les ai ordonnées en niveau de performance. Donc, pour chaque image, c'est une image que le système n'a jamais vue. Ça, c'est le ground truth, en quelque sorte. Et voilà les 5 étiquettes qui sortaient en mieux, avec la longueur de la barre correspondant en quelque sorte la probabilité que ça sera ça. Tout ça, c'est bon, dans le sens que le premier réponse est bon. Là, ça commence à être un peu moins sûr. Là, c'est un SpiderMonkey. Le système a dit HowlerMonkey avec SpiderMonkey en deuxième. Ça, c'est un HowlerMonkey. Et je défie n'importe quelle personne dans cette salle de dire laquelle est laquelle. C'est extrêmement difficile. Là, il s'est trompé sur le Night Snake, en deuxième. Là, il s'est planté complètement parce que Gordon Setter, il avait généré 5 chiens, mais ce n'était pas le bon. Mais on ne voit même pas la tête de l'animal. C'est très, très, très difficile. Et mon préféré, c'est celui-là, où la bonne réponse, le ground truth, c'est Cherry, et le système a dit Dalmatien. Donc, alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, je peux prendre ma retraite parce que le problème est réglé. Et effectivement, Jeff Hinton et ses 2 étudiants ont créé DNN Research, qui a été racheté par Google pour des centaines de millions de dollars. Voilà, Jeff et ses 2 étudiants. Yann Lequin, à peu près le même temps, qui, depuis qu'il était à Paris en 86, je me souviens de lui avec Françoise Folgelman en train de travailler sur ça.
Il a mené un combat depuis des années pour personne ne l'écoutait. Je me souviens en 2002, il était désespéré. Et bien lui, il a été embauché par Facebook et c'est lui qui pilote tout ce qui est AI à Facebook, y compris d'ailleurs ici à Paris. ImageNet Performance, sur les années, donc en bleu, c'est Traditional Computer Vision. Ça, c'est le moment où le monde a changé avec ce système vraiment débilement simple qui faisait déjà la moitié des erreurs, mais depuis, ça s'est augmenté. Ça, c'est le niveau de performance de l'homme. La seule personne que j'essaie qui a passé 3 mois à essayer d'apprendre toutes les catégories des 57 races de chiens, etc., il a réussi à avoir 94% correct, mais maintenant, dès 2015, c'était déjà super humain. Maintenant, on est à 98,5, je crois, c'est Facebook qui fait ça. Donc, clairement, le problème de vision, dans le sens, est-ce qu'on peut faire un système qui peut reconnaître des scènes prises au hasard comme ça? En quelque sorte, c'est réglé. On sait le faire maintenant, avec un système qui est vraiment très simple. Juste un petit rappel sur l'histoire des réseaux de neurones. Bon, on avait déjà des réseaux de neurones artificiels dans les années 40. Il y avait Frank Rosenblatt's perceptrons et multilayer perceptrons déjà en 62. Neocognitron, c'est Fukushima. Bon, ça, c'était là où déjà. La clé, c'était Black Propagation, qui était publié par Rumelhart et compagnie, mais aussi par Yann LeCun en 1986. Tout ça, on l'avait déjà. Pourquoi on a attendu 2012 pour que ça change? Parce qu'en fait, ça, on l'avait déjà. Et la règle d'apprentissage, on l'avait déjà. Donc, c'est des idées plutôt anciennes. Pourquoi le change? Eh bien, premièrement, je pense que c'est parce que grâce aux gens qui sont des fanats de jeux vidéo, on avait des cartes graphiques avec une puissance de calcul non exploitée, parce que Alex Krzyzewski, c'était un crack de programmation, il avait ses cartes graphiques dans sa chambre en train d'apprendre le ImageNet. Donc ça c'était un grand truc. Mais deuxièmement, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des quantités énormes de données étiquetées qui permet de faire cet apprentissage. On n'avait pas ça à l'époque. Alors, donc, résumé, on peut faire du high-level vision avec des architectures convolutional neural networks vraiment très simples. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une figure de Jim DiCarlo. En fait, le vrai système visuel chez les primates, c'est plutôt 7 couches comme ça. Et quand j'ai demandé à Alex Krzyzewski, vous êtes inspiré du système biologique, il a dit, oh, non, on a essayé avec 7 couches et ça marche. Mais bon, il y avait une espèce de convergence parallèle. N'empêche, moi, le fait que ça marche est pour moi stupéfiant, parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas là-dedans. C'est juste le feed-forward path. Moi, aujourd'hui, j'ai dit qu'on devrait pouvoir faire un feed-forward. Mais quand même, il n'y a pas de connexion récurrente. Il n'y a pas de connexion horizontale entre les neurones. Il n'y a pas de dendrite, il n'y a pas de dynamique dans les synapses, il n'y a pas de mémoire dans le sens mémoire à court terme, pas d'attention. Les gens croyaient que pour reconnaître un objet, il fallait utiliser l'attention. Absolument pas vrai. Il n'y a pas des bindings, des choses comme ça. Il n'y a pas d'oscillation. Il y a des gens qui pensaient que les oscillations étaient nécessaires. Et surtout pour moi, ce qui était gênant, il n'y avait pas de spike. Là, le système, c'est juste des virgules flottantes qui traversent le système. Et bon, il se trouve que le fait que des vrais neurones utilisent des spikes, c'est bon, on peut l'oublier si on veut. Effectivement, je dirais que la plupart des gens, on sait parfaitement bien que les neurones envoient des spikes, mais pour les modélisateurs, on a tendance à dire, bon, oui, on sait que on n'a que des spikes, mais bon, ça représente des virgules flottants, parce qu'on va utiliser le taux de décharge, et le neurone en sortie va générer un valeur en virgule flottant. Autrement dit, que les spikes n'ont pas vraiment d'importance, on peut faire exactement la même chose en virgule flottant, c'est pareil. Et qu'en fait, bon, on fait l'hypothèse qu'en fait, le neurone ici, qui a fait la somme de tous ces poids et des activations, génère une valeur
interne, son taux de décharge, son niveau d'activation. Et on a carrément, pour beaucoup de gens, on a une espèce de générateur aléatoire d'un processus poisson à la sortie qui, dans chaque neurone, beaucoup de modélisateurs pensent comme ça. Alors, je peux dire que faire un système qui génère un processus poisson à chaque neurone, un, c'est très difficile. Deux, c'est complètement stupide parce qu'on perd une quantité d'informations énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, cela dit, cette approche, l'idée qu'on peut oublier des spikes, c'est très renforcé par toutes les réussites qu'on a eues en deep learning, etc. Mais bon, il y a quand même d'autres possibilités. Quand on a des spikes, on peut utiliser le pattern des spikes. Et il y a plein de gens qui ont pensé à ça pour la synchronie, les patterns qui se répètent, etc. etc. Et dans ces modèles-là, le bruit apparent dans la génération des spikes n'est pas généré délibérément, c'est simplement qu'on n'a pas contrôlé tous les facteurs qui jouent sur l'activité des neurones dans le cortex visuel. Ma version à moi, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'ordre dans lequel les neurones déchargent. Ici, on a un profil d'intensité qui peut être le résultat d'une convolution ou ce que vous voulez. Et les neurones vont décharger dans un ordre où le neurone avec le plus de soutien, en quelque sorte, où la convolution a généré le plus de valeur, décharge en premier. Pourquoi? Parce qu'un neurone, surtout en périphérie, c'est un peu comme une capacitance avec un seuil. Un stimulus de faible intensité va activer le neurone, mais ça va prendre du temps pour atteindre le seuil, augmenter l'intensité du stimulus, et le neurone décharge plus tôt. Donc il y a une espèce de convertisseur analog delay. Alors, ce qui veut dire que même quand vous flashez une image, donc il n'y a pas d'information temporelle, la rétine va le transformer dans un pattern temporel. Donc même pour les stimuli qui n'ont pas de structure temporelle, la nature fait en sorte que c'est dans le domaine temporel qu'on peut le lire. Alors, et ça veut dire qu'ici, on a chaque neurone émet un spike. Le taux de décharge n'a aucun intérêt, parce qu'ils ont tous un spike par stimulus. Mais on peut avoir plein d'informations en regardant qui décharge en premier. Ça, c'est le point le plus intense, ça, c'est le moins intense, etc. On n'a pas besoin de mesurer une valeur, parce que l'ordre est suffisant. Alors, il se trouve que dans les années 20, les premiers enregistrements des neurones dans les systèmes sensoriels étaient faits par Lord Adrian à l'université de Cambridge. Le voici. Et ça, c'est un article qui est sorti en 1927. Il a eu le prix Nobel d'ailleurs pour ses travaux. Il a pris le nerf optique dans un eel, comment on dit, anguille, merci. Il a disséqué le nerf pour qu'il y avait quelques fibres qui restaient, et puis il stimulait la rétine avec la lumière, et il variait l'intensité du stimulus. Et voilà ce qu'il a. Donc, il a enregistré le taux de décharge, pas d'un neurone, parce qu'il y avait plusieurs fibres, il ne comptait pas le nombre de fibres, et ce qu'il comparait haute intensité et basse intensité. Le stimulus arrive ici, ça dure 3 secondes, et on mesure le taux de décharge. Et voilà, le taux de décharge est plus élevé avec le stimulus de plus forte intensité. Très bien. C'est encore plus évident ici, le taux de décharge maintenu est 3 fois plus élevé pour le stimulus le plus intense. Rate coding, super. Mais regardez, le moment où le neurone commence à décharger est pratiquement 2 fois plus long avec le stimulus qui est moins intense. C'est-à-dire qu'il suffirait, si j'avais 2 points dans la rétine et je voulais savoir lequel était le plus intense, j'ai à peu près tout ce temps-là pour dire « Ah, il y a des spikes là et pas là, donc c'est celui-là qui est le plus intense. » Et ça se fait, le fait que la rétine est un convertisseur analog delay, a été totalement écrasé.
Et je pense qu'on peut le dire, pendant 60 ans, les gens ont dit rate coding, parce que ça. Alors que le premier article de l'histoire de la neurophysiologie a montré qu'il y avait d'autres choses qu'on peut faire. Bon, donc c'est un peu ce qu'on a cherché nous. Bon, il se trouve que le rétine, par exemple, avec ses millions de fibres dans le nerf optique, en fait, ils sont en train de faire une petite convolution, exactement le genre de choses, le wavelet functions, c'est déjà fait ici, avec les neurones qui déchargent plus rapidement si l'intensité de la convolution fait ici est plus élevée. On peut effectivement imaginer deux familles de neurones. Il y a des neurones qui aiment des points clairs sur fond noir et d'autres points noirs sur fond clair. C'est juste les deux. Vous faites une convolution, vous prenez les valeurs négatives et positives et vous envoyez par des neurones différents. Et vous faites ça à plusieurs échelles différentes. Et avec Rufen van Rulen, il y a longtemps, on a montré qu'avec une rétine, un modèle très simple de ce type-là, on peut, en utilisant un seul spike par neurone, reconstruire une image de telle sorte qu'on peut le reconnaître. Ici, c'est ce qu'on fait ici. Ça, c'est une image qu'on est en train de reconstruire progressivement avec... Ça, c'est le pourcentage des neurones qui ont déchargé. Et vous voyez que progressivement, on voit de mieux en mieux. Je vais... peut-être la prochaine image, je vais l'arrêter là. Et je peux vous dire, est-ce qu'il y a un animal là? Difficile. Maintenant, vous pouvez dire que c'est un renard. Okay? Donc là, c'est... et ça, on a utilisé à peu près 0,5% des neurones. Une fois qu'ils ont déchargé, on sait déjà ce que c'est. Pourquoi? Parce que le système envoie des informations dans l'ordre des convolutions. Et en fait, tout ce qu'on a fait ici, c'est de prendre le champ récepteur du neurone et on le colle dans l'image avec un contraste qui dépend de l'ordre. C'est extrêmement simple. Bon, il se trouve qu'on est tombé sur des convolutions qui étaient orthogonales, donc ça marche génialement. Et l'image à la fin est comme l'image à l'origine, sauf que c'est normalisé en contraste, parce que vous mettez la même image à faible contraste, vous avez le même résultat. Donc ça, c'est sympa en soi. On s'en fout complètement les niveaux de gris. L'image qui sort est plein contraste, on normalise le contraste, mais surtout, on peut dire ce que c'est après 0,5% des neurones qui ont déchargé. Une fois, pas de taux de décharge, juste l'ordre. Alors, il se trouve qu'il y a une raison pour laquelle faire des choses comme ça est très utile, parce que ça permet de contrôler la sparsité. J'ai oublié, qu'est-ce que tu avais dit? Parcimonie. Contrôler la parcimonie, oui. Parce que quand on est dans le domaine temporel, il suffit d'avoir un petit compteur. Par exemple, ici, on a un neurone qui reçoit 40 entrées. On va mettre des synapses sur 4 des entrées, mais on va ajouter un petit circuit qui va compter le nombre de neurones qui déchargent en entrée et qui va mettre une espèce de veto dès qu'un certain nombre ont déchargé. Donc maintenant, si on a un profil en entrée, c'est un peu comme si on poussait les neurones au-delà de le seuil. À ce moment-là, j'ai 4 neurones qui ont déchargé déjà. C'est là où l'intensité est la plus élevée. J'ai activé mes 4 neurones ici. L'inhibition s'est dit, ça suffit, j'en veux plus, parce que j'ai arbitrairement dit que je ne voulais que 10% actifs, mais je peux choisir ce que je veux. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le combinatorique, la probabilité d'avoir 4 votes avec 4 spikes, et bon, vous pouvez le calculer. C'est il y a combien de façons de choisir 4 parmi 40? Ben, c'est faible. Et je peux dire que si c'est faible avec 40, par exemple avec 100 neurones,
c'est ce qu'on a, Steve Furber appelle ça N of M coding. En gros, bien évidemment, il y a 100 façons différentes de choisir un, mais si on laisse un certain nombre de neurones déchargés, on peut dire que, par exemple, il y a 10 puissance 13 façons de choisir 10 sur les 100, et c'est facile de calculer tout ça. Et ça veut dire que si, par exemple, on avait un neurone qui avait 10 connexions de ces 10 neurones-là, et on laisse 10 neurones déchargés au hasard, quelle est la probabilité qu'on a un certain nombre de hits? On peut le calculer. Donc, je sais qu'il n'y a que 10 entrées. Je sais que la probabilité de connexion est 10%. Ça veut dire qu'en fait, la probabilité d'avoir 0 hit est assez élevée. 1, c'est également élevé. 2, bon, il y a 19%, 5% avec 3, 1% avec 4, 0,1% avec 5, 0,01% avec 10, etc. Autrement dit, je fixe mon seuil ici à une valeur que je peux décider et j'ai un système qui détecte des événements extrêmement peu probables avec une sélectivité qui est arbitraire. La clé est donc de contrôler le nombre de neurones en entrée qui ont déchargé. Si c'était des valeurs analogiques, c'est un K-winner-take-all sur des valeurs en virgule flottant, c'est très difficile. Un K-winner-take-all sur des neurones qui spike, c'est trivial. Vous comptez les 4 neurones qui déchangent en premier, end of problem. Et donc, ça, c'est un argument, à mon avis, absolument fondamental. Pourquoi le cerveau utilise des spikes? C'est parce qu'on peut contrôler la sparsité de façon totalement modulable. Je varie le compteur et je peux dire je ne veux pas plus de 5% ou 1% ou ce que je veux. C'est vraiment facile. Donc, voilà une raison pour utiliser des spikes. L'autre chose, j'avais dit les raisons principales pour lesquelles il fallait attendre 2012 pour qu'on découvre que les réseaux convolutionnels sont très bons pour faire la reconnaissance des formes. J'ai dit que c'était les GPU, j'ai dit que c'était parce qu'on avait beaucoup de données étiquetées. Mais il y avait un autre truc qui est intéressant, c'est que dans les anciennes backprop, les trucs dans les années, les réseaux PDP et tout ça, dans les années 80, les neurones avaient ce type de fonction-là pour pouvoir faire appliquer les règles de backprop. Mais dans les nouvelles versions, c'est plutôt comme ça. C'est un ReLU function où jusqu'à un certain niveau, le système ne sort rien du tout. Et puis, à partir de ce moment-là, on a une sortie qui augmente avec l'activité. Et ça, pour moi, ça, c'est des spiking neurons. Ça, c'est un neurone à spike qui ne fait rien tant qu'il n'a pas au moins un certain niveau de traitement. Et là, ça, pour moi, c'est encore un autre argument pourquoi parler en spike, ça a du bon sens parce que ça colle avec l'état de l'art en quelque sorte. Alors, l'autre problème que je voulais soulever, c'est que, bon, même si je suis très impressionné par tout ce qu'on peut faire avec les architectures développées avec deep learning, backpropagation et compagnie, le problème, c'est que le cerveau, à mon avis, ne fonctionne pas comme ça. L'architecture qu'on obtient à la fin, ça ressemble beaucoup, à mon avis, à ce qu'on trouverait dans le cerveau. Et les gens comme Jim DiCarlo, d'ailleurs, comparent les neurones dans la couche 4 du système visuel avec des neurones à tel niveau dans les systèmes. Et on voit qu'ils sont assez semblables en termes de sélectivité, etc. C'est très intéressant comme piste. Mais ce n'est pas parce qu'on a terminé avec le même résultat, c'est que la méthode d'y arriver est pareille. Et je dirais qu'il n'est clairement pas le cas que nos enfants peuvent compter sur 10 millions de cycles d'apprentissage pour dire que ça c'est un chien et ça c'est un chat. Ce qu'on fait avec deep learning. Nous,
ce qu'on fait, nous, c'est de détecter des patterns qui se répètent et on le fait extrêmement rapidement, de l'ordre de 2 à 5 répétitions d'un stimulus qu'on n'a jamais vu ou entendu avant. Et on a déjà, notre cerveau est déjà en train de réagir là-dessus. Et c'est du non supervisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire au système, voilà l'étiquette, je vais vous donner 10 millions d'exemples de X, et 10 millions d'exemples. Il n'y a pas d'étiquette. Le système n'a pas besoin de savoir ce qu'il cherche. Il va trouver sans qu'on l'explique ce qu'il faut chercher. Et en plus, ce que je vais vous convaincre, c'est une autre raison pour laquelle je pense que Spiking Neural Networks sont bons, parce qu'effectivement, il y a des règles d'apprentissage qui utilisent les spikes qui permettent de faire justement ça. En gros, c'est Spike Time Dependent Plasticity, STDP. Alors, mes collègues à l'ENS, on a fait des choses sur l'apprentissage des sons, du bruit gaussien. J'ai décidé de faire sauter ça, mais c'est très intéressant. Si vous prenez un son absolument aucun sens, mais il y a quelque chose qui se répète, on l'entend très très rapidement. En quelques répétitions, on entend la structure, alors qu'il n'y a aucune information, c'est du bruit. Mais je ne vais pas parler de ça, je vais parler, pour rester dans le domaine de la vision, on a développé un espèce de jeu que vous pouvez télécharger si vous avez un iPad, qu'on appelle Brain Spotting, dans lequel on a pris les images de ImageNet, donc c'est 1,4 million d'images, et on les fait défiler sur l'écran à des fréquences qui peuvent varier entre 2 images par seconde jusqu'à 60. Et en gros, toutes les images sont nouvelles, sauf que dans la séquence, il y a une image qui se répète, peut-être 2 fois jusqu'à 8 fois. On varie aussi le nombre de distracteurs, le nombre d'images entre les répétitions. Et la tâche, ça fait beaucoup de conditions, et la tâche pour le sujet, une fois qu'ils ont vu défiler une série d'images, on lui présente 4 images, 3 des images ont été vues une fois, et l'autre a été vue 2 ou 3 ou 4 ou 5 fois. Et donc la tâche est, est-ce que les gens arrivent à repérer ce qui se répète? Et bien évidemment, le hasard, c'est 25% dans cette tâche. Donc, je vais vous donner une illustration. Là, on va commencer avec un simple. Ça, c'est à 2 images par seconde. Il se trouve que le tambour s'est répété, donc il fallait cliquer à gauche pour dire oui, j'ai vu ça se répéter. Ça a été apparu 2 fois. Là, c'est un peu plus rapide. Là, c'était je ne sais même pas ce que c'est, une espèce de des gâteaux, quelque chose comme ça. Là, il y a un chien qui s'est répété. Là, le chien était apparu 6 fois. Il y a un bateau qui se répète. Okay. Il y avait un truc un peu difficile à identifier qui s'est répété. Bon, voilà, donc vous voyez l'idée. C'est pas forcément trivial la première fois, mais je peux vous dire que les gens sont plutôt bons. On avait une compétition dans le labo pour qui pouvait faire le mieux sur cette tâche-là. N'oublions pas qu'il y avait 500 conditions différentes. Quand quelqu'un fait 77,5% correct, et le hasard, c'est 25%, c'est quand même pas mal. Moi, à ce moment-là, j'arrivais à maintenir ma position, mais les jeunes sont quand même mieux pour ça, à mon avis. Donc, on a varié la fréquence de défilement entre 2 images et 60. Et ce que vous voyez, ça, quand c'est 2 images par seconde, c'est facile. Vous pouvez quasiment dire « je suis allé au marché et j'ai vu un chien ». Donc, vous pouvez mémoriser les images. Mais ça baisse jusqu'à 15 images par seconde. Mais après ça, c'est plat. À 60 images par seconde, on est toujours à peu près 55% correct. Donc, les trucs à la fin que vous avez vus, c'était peut-être un rapide comme ça. Ça, c'est étonnant. Et ça, c'est l'effet du nombre de répétitions.
Donc ça, c'est, quand je dis 1, c'est une image, ça c'est une condition un peu piège, parce qu'en fait, de temps en temps, on avait un truc, le choix était entre 4 images, dont 3 n'ont jamais été vues du tout, et une image qui a été vue une seule fois dans la séquence. Et on est déjà à 45% correct. Et puis ça monte avec 5, 6, 7, etc. On est vraiment à 70% correct. N'oublions pas, vous n'avez jamais vu ces images avant. Des fois, c'est des choses qu'on peut reconnaître, mais en fait, des fois, les gens, ce n'est pas parce qu'on a vu un chien, c'est on dit, oh, il y avait un truc, une forme un peu bizarre dans tel endroit. Et c'est tout ce qu'on a pour faire ça. Bon, ça c'est le jeu. On va peut-être pouvoir publier le jeu, les données du jeu à un moment donné. Mais on a fait plus sérieusement dans cet article avec Evelyne Tunnel, où on a fait au labo, mais de façon encore plus horrible. Parce que là, ce que vous avez vu avec Brainspotting, vous avez une séquence d'images et on vous donne le choix immédiatement. Ici, vous êtes devant l'écran et pendant plus d'une minute, vous avez des images qui défilent à 15 images par seconde, par exemple, parmi lesquelles il y a 18 qui se répètent et il faut les retenir tous. Et donc, on teste les 18 après dans un ordre qui n'est pas le même qu'ici. Et donc, des fois, on pouvait avoir une image qui était répétée un certain nombre de fois ici et on le teste ici. C'est-à-dire, là, on est à 3 minutes d'intervalle entre le moment où la répétition a eu lieu et le moment où vous testez. Eh bien, on a trouvé, là, on a varié le nombre d'extracteurs aussi. Là, on voit le nombre de présentations. Même chose, clairement, à 2 présentations, on est déjà au-dessus du champ. Ça augmente à 5, on est à 55%. Et également dans cette tâche, on a varié la fréquence de défilement. Et parce qu'on était en labo et pas avec un iPad, on pouvait aller à 120 Hz et on est toujours bon. À 120 Hz, l'image, c'est sur l'écran pendant 8 millisecondes. Je peux dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a le temps de circuler dans le cerveau à cette vitesse-là. Et les gens sont toujours en train de repérer, après la 2e, 3e présentation, une image qui se répète. Et tout ça se fait... Bon, il faut être attentif, mais ce n'est pas conscient. On n'est pas en train de se souvenir des 18 images à la fin. C'est à la fin, quand on vous donne les 4 images. Ah oui, bon, en fait, les gens ont l'impression de deviner la plupart du temps. Ils disent, oh, je ne sais pas, allez, c'était ça. Donc c'est un peu le sentiment que les gens ont. Mais on a emmagasiné des informations. Alors... comment est-ce que c'est possible? Eh bien, il se trouve que mon étudiant à l'époque, Tim Masquelier, qui cherche au CNRS maintenant, il y a longtemps, ça c'était en 2006, je crois, on a testé un modèle dans lequel des neurones recevaient des spikes avec, en fait, bon là on a affiché que 100 afférents, en fait il y en avait 2000. Donc imaginez un neurone qui a 2000 entrées, qui sont tous en train de décharger avec une activité poisson variable. En fait, c'est du bruit. Sauf qu'on a pris au hasard un ensemble de spikes dans une partie des neurones pendant 50 millisecondes. Et c'est ces spikes rouges qu'on va coller à des intervalles irréguliers. Donc là, vous les voyez facilement. Mais s'ils n'étaient pas en rouge, je vous défie de trouver ce qui se répète. Eh bien, ce qu'on a constaté, c'est qu'un neurone avec STDP, qui renforce la connexion d'une entrée qui était active juste avant que le neurone décharge, suffit avec un neurone de détecter les répétitions. En gros, au début, ça c'est la décharge du neurone, naïf en quelque sorte. Il a 2000 entrées, avec des connexions aléatoires. Au début, le neurone décharge rapidement, et ça, c'est le moment où le pattern, les spikes rouges apparaissent. En quelques secondes, le neurone
est devenu sélectif. Il ne répond maintenant qu'à partir lorsque les spikes rouges se répètent. Et le truc encore plus amusant, c'est à cause du STDP qui va renforcer les synapses qui étaient actives juste avant. Il va avancer de telle sorte qu'à la fin, après quelques minutes, le neurone décharge en quelques millisecondes dès que les spikes rouges commencent à apparaître. Donc non seulement il apprend que ça répète, mais il trouve le début du truc. Ça, c'est un neurone. Alors, bon, il se trouve que c'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas pour faire l'apprentissage à la vitesse que je vous ai montré là, avec la deuxième répétition, vous avez déjà détecté les trucs. Là, il fallait des dizaines de répétitions des spikes rouges. Mais il se trouve que je pense qu'on a trouvé peut-être une solution, parce qu'on a un algorithme qu'on a appelé JAST, parce que c'était découvert par Jake, Amir, Simon et Tim. Et les voilà. Et en fait, en gros, qu'est-ce que c'est? On a des neurones en entrée, on a des neurones en sortie. Les synapses sont tous binaires. Okay? Donc, on n'a même pas les virgules flottantes pour les synapses. Les neurones en entrée déchargent, comme j'aime bien les faire décharger de façon asynchrone. Et en fait, les neurones en sortie fonctionnent un peu comme des détecteurs de synchronie. Donc, par exemple, pour ces entrées-là, il se trouve que ces 5 spikes alignés là, ça colle bien avec les 5 synapses sur ce neurone-là, qui va dire « oui, ça c'est super ». Et donc, ce neurone-là va décharger à ce moment-là. Le règle d'apprentissage est très simple, parce que tout ce qu'on fait, on garde le nombre de synapses par neurone constant et on les déplace pour essayer de les faire correspondre au pattern en entrée. Et ça, on peut le faire très rapidement. Donc, il y a une espèce de... dans des réseaux de neurones, on imagine que les neurones droits normaliser tous les poids. Là, c'est beaucoup plus simple. On a 5 connexions par neurone, ça ne change jamais. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les bouger. Et l'intérêt, c'est de les bouger vers les trucs qui se répètent. Alors, il se trouve qu'il y a déjà quelques années, on a trouvé que ça marchait très bien. Là, on avait... c'est pas 16 neurones en entrée, 16 en sortie, c'est 1024 neurones en entrée, 1024 neurones en sortie. C'est un crossbar array avec 1 million de synapses potentielles. Et au début, donc, on active le système avec des spikes au hasard. Et il faut me croire, vu le seuil des neurones, la probabilité que assez de neurones en entrée et décharge ensemble est tellement faible qu'en fait, aucun neurone ne va décharger. Donc, tant que c'est du bruit, rien ne va se passer. Mais on va faire notre petit jeu de nouveau. On va dire qu'on va prendre un spike au hasard et on va dire que ça, c'est le début d'un motif. Et donc, les autres spikes en bleu, c'est 16 spikes. En fait, on prend un spike sur 2 dans le flux de spikes en entrée. Et on va dire, ça, c'est un motif qui va se répéter. Alors, la première fois qu'on rencontre ce pattern qu'on a sélectionné au hasard, bien évidemment, rien qui se passe ici. Mais regardez, la deuxième fois, on a déjà 2 neurones qui ont dit « Oh, ça c'est intéressant ». Et après 6 présentations, on a tout un paquet de neurones qui sont devenus sélectifs à ce stimulus qui se répète. Et on peut avoir d'autres neurones, tous les neurones peuvent apprendre d'autres patterns. Avec 1024 neurones, on pouvait potentiellement apprendre 1024 motifs différents. Et donc là, ça c'est le truc au complet. On a donc toutes les spikes gris, c'est du bruit. Les bleus et les rouges, c'est des neurones qui déchargent dans le motif, mais ça, c'est du bruit aussi. Là, ça se répète et on voit que rapidement, on a de l'activité en sortie. On revient sur le bruit, il n'y a plus de spike. Même, vous pouvez laisser pendant des années, il n'y aura toujours pas de spike avec du bruit, mais dès que le pattern se répète, on a de l'activité. Et ça fait de l'apprentissage en moins de 5 essais. C'est le défi. Bon, il se trouve que
BrainChip Incorporated, qui est la boîte qui en 1999, j'ai créé avec mes étudiants peut-être la première société de traitement d'image avec des réseaux de convolution qui s'appelait SpikeNet Technology. Personne n'était intéressé parce que, BrainChip nous a acheté en 2016 et ils ont signé un accord pour utiliser JAST dans des circuits dédiés. Et donc, ils ont ils avaient prévu en été dernier. En fait, je pense que dernière nouvelle, ça va être dans les mois qui viennent. Mais un chip, un ASIC qui s'appelle Akida, qui en gros contient des Neural Processing Elements. Chacun peut s'occuper de 64 000 neurones, je crois. Oui, donc il y a 1,2 million de neurones. On a des convertisseurs qui font exactement ce que j'aime bien faire, convertir une image en spike ou un son en spike ou ce que vous voulez en spike. Et si on utilise la mémoire externe, on peut avoir jusqu'à 10 milliards de synapses. Et JAST est incorporé. C'est un processeur, un puce qui devrait être 7 mm de taille et qui pouvait être fabriqué pour $10 si quelqu'un veut les fabriquer en grande quantité. Donc, suivez ça. Moi, bien évidemment, j'aimerais bien que ça soit une réussite. Mais il y a plein d'idées là-dedans. Donc, tout ça, on peut faire Convolutional Neural Networks classiquement, mais avec très basse résolution. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Mais surtout, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a cet apprentissage non supervisé qui permet de trouver des patterns qui se répètent. Donc, pour terminer, quelques messages. Je pense que j'aimerais bien dire que la réussite qu'on a vue spectaculaire depuis 2012 de tous les réseaux de neurones convolutionnels et backprop et deep learning, à la limite, c'était un peu prédit par le fait, en regardant le système visuel biologique, parce que les contraintes sur l'anatomie et la physiologie sont telles que, de toute manière, on n'a pas le choix. Et donc, ça c'est bon, je ne dirais pas, c'est parce que j'avais dit ça que les gens ont décidé de faire Convolutional Neural Network. Il y avait des arguments dont Stéphane a parlé ce matin. Fourier Transform, no, wavelets, oui, faire des convolutions. Ça, c'était un argument qui vient de l'analyse de traitement de signal. Mais il y avait quand même cette autre piste. Regardez comment marchent les systèmes biologiques et essayer de converger là. Et là, aujourd'hui, donc, j'ai essayé de vous convaincre qu'il y a deux idées dans la biologie qui méritent d'être inclus dans les futures générations. L'un, c'est des codages avec Spike, et plus spécifiquement l'idée d'utiliser l'ordre dans lequel les neurones déchargent comme code. Pourquoi? Parce que ça permet de contrôler précisément le niveau de sparsité dans le réseau. Quelque chose qui est très difficile de faire avec des signaux en virgule flottant. Et deuxièmement, c'est possible de faire en hardware beaucoup plus efficacement des neurones à spike. Certes, vous demandez à NVIDIA de vous fournir une carte super puissante avec 11 teraflops, ils vont le faire, mais ce n'est pas efficace. Ça chauffe beaucoup plus qu'un cerveau. Donc, c'est parce qu'on ne fait pas des calculs en virgule flottante dans le cerveau. Et puis, deuxième idée, c'est donc apprentissage non supervisé. Je suis catégorique. Oui, l'architecture qu'on obtient avec deep learning marche, même mieux qu'un être humain, mais la façon où on y arrive n'est pas raisonnable pour la biologie. Aucun animal qui utilisait backprop pouvait survivre. Bon, il y a un débat là-dessus. Jeff Hinton pense que peut-être il pouvait trouver un moyen de le faire, mais j'y crois pas trop. Et surtout, donc, on a vu que l'apprentissage de ce qui se répète est peut-être, pour moi, c'est carrément la clé de l'intelligence. Ce qui fait qu'un être humain et n'importe quel animal est intelligent, c'est qu'on dit « Ah, tiens, j'ai déjà vu ça ». Et à partir de ce moment-là, on peut faire des apprentissages beaucoup plus rapides.
Et donc, je pense que ça ouvre des applications dans des domaines qu'on ne pouvait pas imaginer avant, parce qu'avec Deep Learning, vous pouvez apprendre tout ce que vous savez faire déjà. Vous pouvez faire un mammogramme classificateur parce que vous avez des experts qui savent le faire déjà. Mais trouver des structures dans les données où vous ne savez même pas ce que vous cherchez, ça, ce n'est pas possible avec l'IA, entre guillemets, aujourd'hui. Et donc, moi, je pense que l'IA, pour l'avenir, peut déjà s'inspirer, à mon avis, déjà pas mal de l'intelligence naturelle, mais je pense qu'il y a plein de pistes pour l'avenir. Et je trouve qu'on est dans un mode extrêmement excitant, effectivement, cette possibilité de discuter entre des gens qui étudient les cerveaux et des gens qui étudient les algorithmes, etc. C'est super intéressant. Merci à Stéphane encore pour l'opportunité de venir enchaîner un petit peu sur ton cours. Merci.